Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition des Clés du Trésor. Je suis Dorothée Rouzet, chef économiste de la DG Trésor. Et aujourd'hui, nous allons procéder en deux temps. Je ferai une introduction assez rapide sur les points saillants de notre prévision macroéconomique pour la France qui a été publiée dans le programme de stabilité mercredi. Et ensuite, nous passerons au cœur de cette édition qui portera sur le marché unique européen comme vecteur d'intégration économique et commerciale qui sera présenté par Samuel Adjutor et Simon Ganem. Je mentionne aussi que vous pouvez poser des questions à tout moment dans l'onglet questions ou chat qui doit apparaître sur votre écran et nous prendrons le temps de répondre à vos questions à la fin de cette session. Donc peut-être pour commencer donc rapidement, comme je disais, nous avons publié cette semaine nos nouvelles prévisions de croissance et le scénario macroéconomique pour la France. Nous avions fait une édition des Clés du Trésor spéciale sur le scénario international le mois dernier. Je vais vous en présenter en quelques minutes les grandes tendances. Alors peut-être le point de départ déjà, c'est celui d'un élan moindre pour 2024 que ce qui était attendu il y a quelques mois, puisqu'on a observé un ralentissement assez prononcé de l'activité au deuxième semestre 2023, qui est dû à la fois au contexte international qui n'est pas très favorable à la France, puisque même si la croissance mondiale s'est plutôt bien tenue, nous avons d'ailleurs révisé légèrement à la hausse notre prévision de croissance mondiale pour 2024, mais elle est tirée par des pays comme les États-Unis, bien davantage que par nos principaux partenaires. Au contraire, nos principaux partenaires commerciaux, au premier rang l'Allemagne, ont connu un ralentissement très fort, donc qui pèse sur la croissance française également, et également une dégradation du secteur immobilier, du secteur de la construction, qui s'est poursuivie, peut-être plus fort encore que ce qui était prévu. Cela dit, pour le début de l'année, quand on observe les enquêtes de conjoncture à la fois auprès des ménages et auprès des entreprises, les derniers points montrent un redressement dans les derniers mois depuis le début de l'année. Alors, vous avez sur la gauche de l'écran les enquêtes auprès des entreprises faites par l'INSEE, la Banque de France et des enquêtes PMI. Sur la droite, l'enquête INSEE auprès des ménages qui montre notamment du côté des entreprises une remontée dans les derniers mois et à des niveaux qui sont en général cohérents historiquement avec une croissance modérée sur le trimestre. Donc qui suggère du côté des ménages un retour progressif de la consommation. La bonne nouvelle, et ce qui soutient également la confiance des ménages et l'attente d'un redémarrage de la consommation, c'est la baisse de l'inflation qui s'est bien poursuivie comme nous l'avions prévu sur les derniers mois. Sur le mois de mars, l'inflation a été de 2,3%, c'est son niveau le plus bas depuis 2021. L'inflation alimentaire a poursuivi son reflux et l'épisode d'inflation alimentaire est maintenant largement derrière nous. Et on s'attend à ce que cette baisse de l'inflation se poursuive tout au fil de l'année, avec, encore une fois, moins d'inflation énergétique, moins d'inflation alimentaire et une inflation qui ne reste plus tirée que par sa composante service. On attend aussi un impact assez limité à ce stade des tensions géopolitiques, puisque pour l'instant, les mouvements qu'on observe à la fois sur le pétrole et sur le fret maritime, sans être négligeables, ne sont pas du tout de l'ampleur des pics qu'on a pu connaître en 2021 ou 2022 sur ces postes. Donc on ne s'attend pas à une recrudescence de l'inflation, mais au contraire une inflation qui passerait sous 2% d'ici 2025. Dans l'ensemble, grâce à ce redressement progressif de l'activité, grâce à la poursuite de la baisse de l'inflation, on s'attend à une croissance qui redémarre progressivement au cours de l'année, qui atteindrait 1% en 2024 et 1,4% en 2025, mais avec une sorte de bascule des moteurs de croissance par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, puisque l'année dernière, on a eu une contribution assez forte de l'investissement des entreprises. Pour cette année, on s'attend à un investissement au total en repli, notamment du côté des ménages, et en ralentissement du côté des entreprises, qui reflètera toujours l'effet des taux élevés, l'effet un peu retardé des hausses de taux importantes qu'on a connues notamment l'année dernière. Mais en face, un redémarrage de la consommation qui sera permis à la fois par la baisse de l'inflation
et par des salaires qui restent relativement dynamiques, donc un pouvoir d'achat qui augmente et une inflation qui baisse. Et on aurait également toujours une contribution positive du commerce extérieur, puisque je vais y revenir dans un instant, il reste encore des marges de rattrapage assez significatives de ce point de vue-là. Alors, pour donner un petit peu plus de détails, d'abord sur l'investissement des ménages, qui restera la composante la plus dégradée de la croissance. L'investissement des ménages, c'est à la fois la construction neuve, l'entretien et la rénovation et les achats dans l'ancien. Du côté de l'investissement en services. Donc, la construction neuve est particulièrement dégradée, les achats dans l'ancien aussi. La rénovation, en revanche, se porte plutôt bien, mais est loin de compenser l'effet des deux premières composantes. Donc, on s'attend à ce que ce secteur, qui a connu une dégradation déjà très forte en 2023, continue à être dans le négatif en 2024, avant de se stabiliser en 2025. Donc, on aura toujours une contribution assez fortement négative de l'investissement des ménages. Mais en revanche, en face, donc comme je le disais, il reste des marges de rattrapage. Et là, on étend l'horizon temporel un petit peu plus, puisque ces marges de rattrapage devraient commencer à se matérialiser en 2024 et se poursuivre les années suivantes, à la fois du côté de la consommation et du côté des exportations. Du côté de la consommation, parce que le taux d'épargne et reste très élevé en comparaison de sa moyenne historique et de sa moyenne pré-Covid. Il était à 17,6% en 2023. C'est quasiment 3 points au-dessus de son niveau, qui est assez stable sur les 40 dernières années. Donc, même sans envisager une consommation de la surépargne qui a été accumulée ces dernières années, on envisage qu'au fur et à mesure que l'inflation baisse, le taux d'épargne puisse revenir progressivement, même très progressivement, vers sa moyenne de long terme, ce qui donc soutiendrait la consommation des ménages. Et du côté des exportations, une grande partie du rattrapage que nous supposons est le rattrapage des exportations aéronautiques. En fait, donc, nous supposons un rattrapage très, très, très modeste des pertes de performance à l'exportation qui ont été observées depuis 2020 dans les autres secteurs. En revanche, du côté des livraisons aéronautiques, notamment d'Airbus, celles-ci ont été empêchées par des contraintes d'offres qui ont perduré même après la sortie de l'épisode pandémique en 2021, en 2022, encore en 2023, même si on a observé une hausse de la cadence. Airbus prévoit une hausse assez forte de ses cadences de livraison. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, ces prévisions sont en général assez fiables et favorisées par le reflux des contraintes d'offres. Donc, cet accroissement des livraisons aéronautiques devrait également fournir une marge de rattrapage assez importante qui soutient notre prévision de croissance. Donc voilà pour les grandes tendances du côté du scénario français. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Nous répondrons, je dirais, à l'ensemble à la fin des deux présentations. Et nous allons tout de suite passer au sujet principal de cette édition, qui est le marché unique européen. Nous avons publié assez récemment une publication Trésor Eco sur le sujet, qui fait un peu l'historique et le bilan des décennies d'intégration du marché unique européen. Donc, je vais passer la parole à Samuel pour vous présenter ce sujet et ses travaux. Bonjour à toutes et à tous, merci Dorothée. En guise d'introduction de ce Trésor Eco, alors on pourrait vous dire qu'on ne pouvait pas rêver meilleure semaine pour présenter les résultats de ce travail, puisque, comme vous l'avez sans doute vu, Enrico Letta, l'ancien Premier ministre italien, a publié en début de semaine son rapport de haut niveau sur l'avenir du marché unique, un rapport qu'il a présenté au Conseil européen hier et qui avait été demandé par le Conseil européen en juin dernier, juin 2023. Et qui répondait, ce rapport, à une volonté des États membres de se réintéresser au marché unique, de le redynamiser et surtout de le confronter aux nouveaux enjeux auxquels l'Union européenne est confrontée, puisque le dernier rapport qui avait été écrit sur le sujet, je le rappelle, était le rapport Monti en 2010, qui ne traitait pas d'un certain nombre d'enjeux auxquels l'Union européenne est confrontée, donc comme la concurrence accrue avec le reste du monde, et en particulier les États-Unis et la Chine, et aussi l'ensemble des sujets liés à la double transition écologique et numérique. Donc c'est un rapport qui s'inscrit
dans un autre rapport qui sera publié un petit peu plus tard, en juin 2024, par un autre ancien Premier ministre italien et ex-président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, sur la compétitivité de l'Union, avec en toile de fond des enjeux et des objectifs politiques, et notamment l'entrée en fonction de la nouvelle commission et la définition de l'agenda stratégique européen et du programme de travail de la prochaine mandature. Donc l'ensemble de ce trésor éco, on l'espère, vous permettra de recontextualiser un peu ces rapports, ces enjeux politiques, et leur donner un contexte historique, économique, pour apprécier leurs résultats. On a organisé cette présentation et le trésor éco en deux grands axes. Le premier traite d'un retour sur l'histoire du marché unique, qui a été réellement au cœur de la construction européenne et qui en a fait le marché le plus développé au monde, le plus grand marché développé au monde, avec des relations économiques et financières et commerciales particulièrement fortes entre ses États membres, ce que vous pouvez voir sur la carte à droite de la slide, où le commerce de biens intra-UE représente pour la plupart des États membres au moins 50% de leur commerce total. Et la deuxième partie de la présentation et du Trésor éco traite du rôle du marché unique dans la prospérité européenne. Donc nous avons explicité un peu les gains attendus du marché unique. Nous avons essayé de plonger dans la littérature pour voir si ces gains s'étaient matérialisés. Nous avons aussi accordé une attention particulière à la spécialisation, qui est souvent liée au marché unique et qui est souvent également l'enjeu de débats politiques assez vifs. Et enfin, nous avons conclu sur les gains macroéconomiques du marché unique. Donc, on ne va pas faire l'économie de revenir un peu sur l'histoire du marché unique et sur sa construction qui a été réellement au cœur de l'intégration européenne. Donc, les prémices du marché unique, elles remontent au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en 1952, lorsque la France a proposé la création de la CECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier, qui proposait de mettre en commun les ressources donc de charbon et d'acier qui étaient au cœur de la production industrielle des États membres d'Europe de l'Ouest, et de réunir en fait la gestion de ces ressources de 6 États membres. Cette intégration, donc, qui se limitait à ces deux ressources, va être plus tard étendue à l'ensemble de l'économie par le traité de Rome en 1958, qui va établir la communauté économique européenne et qui va poser le principe des 4 libertés fondamentales qu'on connaît aujourd'hui et qui sont largement associées au marché unique, à savoir la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Et avec un objectif aussi dans le traité de Rome de créer une union douanière et une politique commerciale commune qui entreront en vigueur une dizaine d'années plus tard, en 1968. Donc ça, ce sont les prémices du marché unique. Le marché unique, il a été réellement créé en 1987 avec l'acte unique européen, qui a marqué la volonté des États membres de démanteler un grand nombre de barrières tarifaires et non tarifaires pour faciliter la libre circulation des marchandises. Donc ça a été réellement l'acte fondateur du marché unique. Et il a été ce marché progressivement approfondi par les différentes évolutions économiques et institutionnelles au fil des décennies qui ont suivi, donc notamment par le traité de Maastricht en 1993, qui a réellement créé l'Union européenne et qui a aussi engagé une coordination des politiques économiques des États membres de l'Union et qui a prévu la création de l'Union économique et monétaire, de la zone euro et de l'euro, qui ont été effectives en 1999, avec la volonté en sous-jacent de lier l'euro au marché unique pour faire baisser les coûts de transaction, réduire les incertitudes et faciliter les échanges au sein de ce marché et entre les États membres. Et bien sûr, le marché unique a été étendu au fil des vagues d'élargissement au cours des différentes années, avec notamment un élargissement assez important en 2004 vers l'Europe de l'Est. Ce qui en a fait, au final, donc c'est cet approfondissement économique, institutionnel, politique et via les vagues d'élargissement, le marché le plus développé au monde, le plus grand marché développé au monde, pardon, avec, donc, vous le savez, 27 États membres, 23 millions d'entreprises et près de 450 millions d'habitants. Et
ce qui en a fait aussi, ce qui a permis à l'Union européenne de devenir une véritable puissance commerciale, avec un chiffre particulièrement marquant, qui est que l'UE représente seulement un dixième de la population mondiale, mais elle représente plus du tiers du commerce mondial. Donc, d'une part, une Union européenne qui est devenue une puissance commerciale, la première puissance commerciale au monde, et d'autre part, des relations économiques entre les États membres qui se sont largement développées. Alors, d'une part, les relations commerciales, donc vous pouvez le voir sur le graphique de droite, avec une hausse importante du commerce de biens intra-UE, dont on parlait en introduction, qui représente aujourd'hui environ 60% du commerce total de l'UE, et qui bénéficie largement à certaines catégories d'entreprises, en particulier les TPE, les PME, qui commercent surtout au sein du marché unique, au sein de l'Union européenne. Donc une progression importante du commerce de biens intra-UE, alors avec quelques marges de progression sur d'autres pans, d'autres secteurs de l'économie, notamment les services, où le commerce est largement moins intégré, notamment du fait d'une harmonisation réglementaire et d'une intégration de ces marchés moindres au cours des dernières décennies. Mais d'autres types de relations qui sont tout aussi fortes, telles que les relations financières et notamment la hausse significative des investissements directs étrangers au sein de l'Union européenne et des investissements de portefeuille. Lorsque le marché unique a été créé, on attendait un certain nombre de gains économiques issus de l'intégration économique. Donc comme je le rappelais au début, l'objectif principal était de réduire les barrières tarifaires et non tarifaires pour faciliter la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes afin de récolter les gains économiques attendus. Avec un chapeau qui était un encadrement assez strict des aides d'État et une politique de concurrence rigoureuse pour éviter que les marchés européens se refragmentent et on ne récolte pas pleinement les gains attendus de l'intégration. Donc, on a essayé de vous représenter un petit peu de manière synthétique les gains attendus du marché unique. Alors, d'une part, on attendait, avec la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires, une hausse de la taille des marchés, des marchés plus importants, afin de bénéficier des économies d'échelle et de faire baisser les coûts et les coûts des entreprises et les prix sur les différents marchés, et in fine de récolter des gains macro avec une hausse du produit intérieur brut. Donc cette première partie des gains attendus, elle est relativement reconnue par la littérature économique, qui montre que les coûts et les prix ont effectivement bien diminué au sein de l'Union depuis le début de l'intégration économique, et notamment, alors en général on utilise un indicateur qui s'appelle les markups, qui définit la différence entre les prix de vente et les coûts d'un produit, qui sont restés stables, qui sont, selon la littérature économique, restés stables au cours des dernières décennies au sein de l'Union, voire ont légèrement baissé, ce qui marque une réelle différence vis-à-vis des États-Unis, où les markups, eux, ont significativement augmenté au cours des dernières décennies. Et la littérature relève aussi que l'intégration européenne a permis de contrebalancer certaines pressions structurelles au cours des dernières décennies qui ont poussé les markups à la hausse, et notamment l'émergence d'entreprises superstars, en particulier dans le secteur du numérique. Et donc là, on pense évidemment aux exemples aux États-Unis dans ce secteur et les GAFA. Donc la première partie des gains attendus du marché unique est relativement reconnue par la littérature. La deuxième partie porte plus sur la hausse de l'intensité concurrentielle au sein des différents marchés, et permise par la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires, qui a permis d'une part une réallocation des facteurs de production au sein des économies, une réallocation des facteurs de production vers les entreprises les plus productives, et d'autre part une hausse importante de l'innovation qui permettent des gains de productivité et in fine là aussi une hausse du produit intérieur brut. Donc ce point est aussi assez bien reconnu dans la littérature, notamment sur la réallocation des facteurs de production vers les entreprises les plus productives, qui a permis une hausse significative de la productivité et qui explique par exemple environ la moitié de la hausse la moitié de la croissance de la productivité du travail en Europe,
dans les années 2010. Il y a un dernier point, donc on a laissé à la fin, et qu'on a largement développé dans le Trésor Eco, et comme je vous le disais en introduction, qui est sujet de nombreux débats, qui est celui de l'impact de l'intégration et de la hausse de l'intensité concurrentielle sur la spécialisation économique des États membres. Donc la littérature économique en l'état n'est pas univoque sur les résultats attendus de l'intégration. On peut prendre l'exemple alors de deux pontes du commerce international, Krugman et Melitz. On a d'un côté certains papiers donc, de Krugman par exemple qui laissaient entendre que l'intégration économique allait pousser les États membres à se spécialiser davantage, avec pour conséquence des gagnants et des perdants de l'intégration, et certains États membres qui allaient concentrer des activités à plus forte valeur ajoutée, et en particulier des activités industrielles. Alors avec un caveat sur ces résultats, puisque les modèles ne prennent pas en compte un certain nombre de facteurs importants dans l'organisation du commerce international et européen aujourd'hui, et notamment la fragmentation des chaînes de valeur. Donc on avait un premier résultat donc, qui indiquait une hausse de la spécialisation des États membres et la polarisation de certaines activités et certaines industries dans certaines économies européennes, et de l'autre des résultats illustrés notamment par les papiers de Melitz qui indiquaient que l'intégration économique allait en fait réduire la spécialisation entre les différents pays et entre les États membres de l'Union, notamment car l'intégration devrait permettre une hausse du niveau de vie qui au final stimulerait le commerce intra-branche et ne pousserait pas nécessairement à une spécialisation sectorielle des États membres de l'Union. Donc comme je vous le disais, on a largement évoqué, étudié ce point dans notre Trésor Eco pour essayer alors peut-être pas de trancher le débat, mais en tout cas de voir d'un point de vue empirique ce qu'on pouvait conclure sur la spécialisation et de voir si la spécialisation était davantage inter ou intrasectorielle. Je vais laisser la parole à Simon sur ce point. Merci Samuel et bonjour à tous. Donc, comme tu l'as dit, la question de la spécialisation économique est une question critique. Et donc, pour tester les hypothèses théoriques qui peuvent être contradictoires, nous avons essayé d'approfondir l'analyse sur le sujet. Et pour vous présenter nos conclusions et pour vous expliquer le graphique que nous avons produit, je vais très rapidement vous expliquer comment nous avons construit les données sous-jacentes à notre graphique. Donc, sans rentrer trop dans les détails, nous avons répliqué un indice de spécialisation relative qui mesure la distance entre les structures d'exportation totale de deux pays I et J. Et donc, pour vous expliquer comment on l'a construit et comment cet indice fonctionne, si par exemple on prend le secteur du textile, on va calculer les parts moyennes de ce secteur dans les exportations totales des deux pays considérés. On va faire la différence et ensuite on va répliquer ça sur les 43 secteurs de biens échangeables qu'on a utilisés. En sommant le tout, on obtient l'indice de spécialisation pour l'année T et pour les deux pays I et J considérés. Et donc, plus un indice de spécialisation est faible et proche de zéro, plus la distance entre les structures des exportations totales entre les deux pays considérés est faible, et donc plus les structures d'exportation sont similaires, et plus l'indice de spécialisation est élevé, plus les structures d'exportation sont différentes. Donc au final, pour chaque année, on se retrouve avec 351 indices pour les 351 couples des 27 pays de l'UE. Et ce qui me permet de revenir sur notre graphique, pour analyser la répartition de ces indices et l'évolution de la répartition de ces indices au cours du temps entre 84 et 2019, on l'a représenté sous forme de fonction de densité que vous voyez ici.
Et donc, ça nous permet de là, on peut tirer 3 conclusions principales. La première, c'est qu'il y a une baisse de la spécialisation relative, avec donc des structures commerciales des économies européennes qui se sont rapprochées. Donc, il semblerait que l'hypothèse de Krugman ne soit pas réalisée, mais plutôt celle de Mellitz. Si vous regardez sous les fonctions de densité, vous avez une courbe en bleu, en fait, qui représente la médiane des fonctions de densité. Et, euh, et donc, cette médiane diminue de manière tendancielle entre 84 et 2019, en passant d'à peu près 90 en 1984 à peu près 60 en 2019. La deuxième conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'il y a une réduction de la distance entre les structures commerciales qui étaient les plus éloignées. Si vous regardez les queues de distribution de droite des fonctions de densité, vous voyez que les valeurs maximales tournaient autour de 200 au début de la période considérée et ont diminué vers 150 à la fin de la période considérée. La troisième conclusion, c'est qu'il y a une homogénéisation croissante de la distance entre les structures d'exportation, qui vous est illustrée par la hausse de l'intensité jaune des fonctions de densité, qui montre que les fonctions de densité deviennent au cours du temps de plus en plus pointues, et ce qui veut dire que les structures d'exportation se concentrent autour de la distance la plus fréquente des indices. Donc, bien évidemment, cette analyse ne préjuge pas de l'existence de phénomènes de désindustrialisation, puisque notre indice de spécialisation relative ne prend pas en compte, par exemple, l'évolution des exportations totales d'un pays, ne prend pas en compte aussi la dynamique de spécialisation au sein d'un même secteur sur des créneaux de qualité-prix différents au sein de ce secteur. Et enfin, notre indice ne prend pas en compte l'évolution de la valeur ajoutée manufacturière des différents pays de l'UE. Et c'est ce qui vous est montré sur le graphique que vous avez là, qui montre qu'il y a une concentration de l'activité industrielle dans le cœur industriel de l'Europe. Donc le graphique montre la part de chaque pays, chaque groupe de pays dans la valeur ajoutée manufacturière totale de l'UE. Et on voit bien que si on se concentre sur les blocs bleu foncé et orange, qui représentent donc l'Allemagne et le cœur industriel de l'Europe hors Allemagne, donc Pologne, Slovaquie, Tchéquie, Autriche, Hongrie, on voit que la part de ce cœur industriel augmente, principalement au détriment de l'Italie, en jaune, dont la part dans la valeur ajoutée manufacturière totale de l'UE passe de 19 à 13%. Si le marché unique a pu jouer un rôle, ce que les études ne montrent pas forcément, il y a sûrement aussi eu des facteurs nationaux et mondiaux qui ont pu jouer dans ces évolutions. Et quoi qu'il en soit, l'UE met en place des mesures pour corriger ces forces de concentration, avec notamment sa politique de cohésion. Donc, par exemple, pour le cadre financier pluriannuel actuel qui court de 2021 à 2027, l'UE a alloué 30% de son budget pour sa politique de cohésion, pour soutenir donc la productivité, la compétitivité des régions les plus défavorisées, et pour réduire la force entre autres de ces forces de concentration. Et enfin, pour finir, sur l'importance du marché unique comme élément essentiel de la prospérité de l'Europe et de ses États membres, on a identifié plusieurs effets macroéconomiques du marché unique. Donc, premièrement, une augmentation du commerce de biens intra-UE plus rapide que celle du commerce extra-UE. Donc là, les études qui existent estiment que le marché unique a produit une hausse entre 50 et 100% du commerce de biens intra-UE
Pour les services, on est plus autour de 60%. Le deuxième effet macroéconomique, c'est une hausse des flux d'IDE, où là, si les ordres de grandeur peuvent différer d'une étude à l'autre, on a bien une hausse, quand un pays rentre dans le marché unique, on a bien une hausse de ces flux entrants bilatéraux intra-UE, mais aussi une hausse des flux venant du reste du monde, dans une logique d'accès au marché unique avec des IDE horizontaux. Le troisième effet qu'on peut identifier, c'est la convergence des revenus par tête, où là, la Banque mondiale, par exemple, parle de l'UE comme étant la plus grande machine de convergence au monde. Et c'est ce que vous montre le graphique que vous avez sur cette slide, où on voit que en particulier dans les pays du sud de l'Europe et dans les pays d'Europe centrale et orientale, on a eu une hausse importante du PIB par habitant, avec notamment une convergence importante pendant la phase de transition, mais aussi après. Et au contraire, on peut noter que pendant les périodes de crise, on a eu une baisse de la convergence, voire un retournement de la convergence avec de la divergence en Italie et en Grèce, où le PIB par tête a diminué entre 2007 et 2022 et où il a stagné en Espagne sur la même période. Et enfin, de manière agrégée, grâce à cette extension des possibilités de consommation et de production, on a eu une hausse du PIB qui a été permise par le marché unique. Donc là, les études estiment que le marché unique a permis une hausse du PIB entre 5 et 9%. Par rapport à un contrefactuel où il n'y aurait pas de marché unique, mais simplement un accord commercial classique ou alors l'application de la clause de la nation la plus favorisée de l'OMC. Et pour finir, on voit bien avec l'expérience naturelle du Brexit que la sortie du marché unique provoque des pertes de PIB, où là encore, selon les études, on a observé une baisse entre 2 et 10% du PIB du Royaume-Uni selon les études et les scénarios choisis. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup à tous pour votre attention et on sera ravis de répondre à vos questions si vous en avez. Merci Simon. Donc je rappelle que si je vois quelques questions déjà, mais de nature plus macro, mais n'hésitez pas à poser vos questions sur le marché unique et l'intégration européenne dans l'onglet questions que vous voyez sur votre écran. Donc nous avons encore le temps d'y répondre. Entre-temps, je vais peut-être répondre à quelques-unes des questions sur le scénario macro. Il y en a une sur les perspectives d'exportation française en dehors de l'aéronautique et peuvent-elles améliorer la balance commerciale française. Je dirais que hors secteur aéronautique, on a pris une approche assez prudente dans notre prévision parce qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes. Donc il y a sans doute des marges, mais on a un petit peu plus de mal à savoir si les pertes de parts de marché qu'on a observées sont de nature plus conjoncturelle ou plus structurelle. Pour donner un peu des ordres de grandeur, on fait l'hypothèse, on a fait l'hypothèse que des parts de marché qui sont assez significatives, puisqu'on a perdu 15 points de performance de ce qu'on appelle performance à l'exportation par rapport à 2019. Entre 2019 et 2022, on a commencé à en rattraper un petit peu en 2023. Et on fait l'hypothèse que seulement un quart de notre perte de parts de marché au niveau de l'ensemble des biens va être rattrapé d'ici à 2027. Largement, ce quart, en fait, est dû à l'aéronautique, pour lequel on n'a pas trop de doute sur le fait que ces pertes sont rattrapables, puisque les contraintes d'offres d'approvisionnement qui ont empêché la production sont bien identifiées, puisque les carnets de commandes d'Airbus, pour être très concret, sont pleins pour les 10 prochaines années. Les moyens maintenant de produire et de remonter en cadence sont là, et les plannings de livraison sont crédibles. Donc on a pris en compte cette partie-là. Pour les autres secteurs, comme l'automobile, qui a également pas mal perdu depuis la période pré-Covid,
il y a sans doute des marges, mais il y a plus d'incertitudes parce que c'est des secteurs qui doivent aussi faire face à des défis de transition plus structurelle. Et donc, je dirais par prudence, on n'a pas anticipé un rattrapage particulièrement marqué de leur perte de marché. Mais évidemment, si ça se produit, ça sera un moteur supplémentaire à la fois du côté balance commerciale et du côté croissance. J'avais aussi une question sur l'inflation. Pourquoi dit-on que l'inflation diminue alors qu'elle est encore à 2% par rapport à 2022, qui était déjà une année record? Alors, c'est la différence entre l'inflation et le niveau des prix, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que les prix diminuent, on ne s'attend pas à ce que les prix baissent, mais l'inflation étant le taux de croissance des prix, elle ralentit. Et en face, évidemment, les salaires ont également augmenté, notamment le SMIC entre-temps. Donc, ce qui compte pour le pouvoir d'achat, quelque part, c'est l'évolution différenciée des deux. Et ce qui compte aussi pour l'objectif de la politique monétaire, c'est bien l'inflation plus que le niveau des prix. Donc, c'est aussi la baisse de l'inflation en dessous de 2%, même si les prix eux-mêmes ne baissent pas, qui permet, ou les perspectives de baisse de l'inflation en dessous de 2%, qui permettront à la Banque centrale européenne de baisser ses taux et de redonner aussi de la respiration à l'économie. Je dirais, c'est le moment où on revient à une sorte de stabilité des prix, même si on ne revient pas au niveau de prix d'avant, on revient à des prix plus stables et ça permet aussi aux consommateurs, aux entreprises, etc., de prendre des décisions de manière plus facile et avec moins d'incertitude. Alors, ensuite, alors je reprends, donc j'avais plusieurs questions demandant si le support de la présentation sera partagé. Les supports de présentation sont bien sur notre site après l'événement. Nous avons une question sur la compétitivité. On s'aperçoit que la volonté de filière industrielle européenne ne parvient pas à se mettre en place. Trop de doublons, défense électronique, transport nuisent à la compétitivité de l'UE. Pourquoi n'y arrive-t-on pas? Je vais peut-être laisser la parole à Samuel là-dessus. Oui, merci. C'est une question très très intéressante et d'ailleurs on peut faire le lien avec le contenu du rapport l'État parce que c'est justement un des focus du rapport l'État qui identifie un certain nombre de secteurs qui ont été mis de côté au cours depuis le début de l'intégration économique liée au marché unique et au cours des dernières années. Et il identifie notamment les secteurs donc, de la défense, des télécommunications et aussi les secteurs de l'énergie. Il parle aussi un petit peu des transports. Et son constat, c'est que les résistances nationales à l'intégration de ces marchés ont été assez fortes au cours des dernières années et que le nouveau contexte dont on parlait au début appelle à changer d'approche sur l'intégration de ces marchés stratégiques et justement la publication de ce rapport et la volonté d'Enrico Letta, c'est de mettre en miroir ce contexte avec la dimension stratégique de ces marchés pour dépasser ces doublons et parvenir à les intégrer en gardant la logique initiale du marché unique, c'est-à-dire ne pas, et là je vais faire référence aux commentaires d'Enrico Letta hier au Conseil européen, de ne pas désigner des champions européens, mais d'intégrer ces marchés pour leur donner une dimension européenne et permettre à des entreprises de taille plus importante d'être compétitives sur ces marchés et d'être compétitives vis-à-vis du reste du monde. Merci. Alors, je vois aussi qu'il y avait une question sur avons-nous pris en compte les aspects migratoires et faites-vous des projections sur un prochain élargissement de l'UE? Alors, sur la deuxième question, nous, le travail qu'on a fait et le travail de données dont on dispose sont sur plutôt un retour sur le passé, je dirais un bilan des étapes
des étapes précédentes, on ne fait pas des projections sur un élargissement dont on ne connaît pour l'instant, je dirais, ni l'ampleur ni le calendrier. Sur les aspects migratoires, je signale simplement que nous avons publié un autre Trésor Éco au mois de février sur la mobilité intra-européenne des personnes, qui regarde donc à la fois l'effet de l'Union européenne sur la mobilité intra-européenne, sur la circulation des personnes, l'effet de cette circulation sur notamment la productivité et les barrières restantes à, je dirais, au marché intérieur du point de vue des personnes. Donc, vous pouvez aussi également regarder cette autre publication antérieure, je pense, d'une semaine ou deux à celle dont nous parlons aujourd'hui, pour un peu plus d'analyse sur les effets, je dirais, les effets et les limites qui existent encore sur l'aspect de migration intracommunautaire. Alors, nous avons aussi une question un peu pointue, donc je ne sais pas, Simon, si tu as des éléments ou pas sur y a-t-il des indicateurs d'agilité, de changement de spécialisation des systèmes de production dans la littérature? J'avoue que ça dépasse mes propres connaissances, mais je ne sais pas si tu as des éléments sur le sujet. Non, malheureusement, j'ai pas plus d'éléments. On s'est focalisé sur une partie de la littérature sur la spécialisation et on n'a pas du tout travaillé sur ce sujet, mais c'est vrai que c'est une question intéressante qui pourrait être approfondie de notre côté. Merci. Alors, si... alors, j'essaye de prendre à peu près dans l'ordre d'arrivée. Alors, j'en ai sur le scénario français. Désolée, on va passer un peu de l'un à l'autre. Sur le maintien du taux d'épargne à un taux aussi élevé, quelles sont nos hypothèses ou comment l'expliquer? Je dirais que sur le maintien du taux d'épargne à un niveau aussi élevé, en un sens, c'est quelque chose qui reste un peu une énigme. Donc, on a des hypothèses. On observe ce phénomène dans beaucoup de pays européens, mais pas forcément dans la même ampleur. C'est le cas en Allemagne, mais dans une moindre ampleur qu'en France. C'est l'inverse en Italie, où le taux d'épargne est repassé en dessous de sa moyenne pré-crise, donc où les ménages ont davantage consommé l'épargne accumulée depuis la période Covid. Donc c'est un petit peu difficile effectivement d'expliquer la spécificité française. Je dirais que l'hypothèse la plus probable, c'est une combinaison de l'inflation qui accroît l'incertitude, qui accroît peut-être des comportements de précaution sur l'épargne, et du fait que par notamment les boucliers tarifaires, la France a davantage protégé le pouvoir d'achat des ménages pendant la crise inflationniste que d'autres pays. Et donc, les ménages ont eu moins besoin de puiser dans leur épargne pour faire face à la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation notamment. Donc, à cette capacité, je dirais, d'épargner un peu supérieure à ce qu'on a ailleurs, c'est ajouté l'envie d'épargner qui nous semble très probablement liée au niveau élevé de l'inflation. Et c'est ce qui nous fait penser que, je dirais, parce qu'on a du mal à voir pourquoi structurellement le taux d'épargne serait maintenant 3 points au-dessus de ce qu'il était avant, alors que ce n'est pas le cas dans d'autres pays ou pas dans une telle ampleur. Il nous semble plus naturel de penser qu'au fur et à mesure que l'inflation reflue, on devrait voir une normalisation de ce point de vue-là. Alors, normalisation qu'on suppose très progressive, hein, puisqu'elle même en 2027, on reste au-dessus du niveau pré-crise, mais qui, je dirais, en l'absence d'hypothèses crédibles sur le fait que structurellement les comportements aient changé, il nous semble assez central de se dire on va revenir à un niveau qui est très stable depuis 40 ans. On ne va pas faire, je dirais, l'hypothèse qui serait extrême de penser que, comme aux États-Unis, les ménages vont maintenant consommer leur surépargne, et que ça sera sans doute pas le cas, mais que, en tout cas, un retour à des comportements normaux nous semble une hypothèse assez centrale.
Alors, je vais ensuite revenir sur des sujets plus européens, en tout cas de compétitivité ou d'export. Une question sur l'écart franco-allemand en matière d'export. La balance allemande est en positif alors que la française est en négatif. Pourquoi? Est-ce que Samuel ou Simon, vous voulez donner des éléments sur ce sujet? Et je peux donner quelques éléments. Alors oui, en effet, bon, c'est assez frappant, les performances en matière d'export, les balances commerciales, le compte courant entre l'Allemagne et la France les différences sont assez significatives. Donc les raisons, elles sont sur le modèle économique choisi déjà par chacun des deux pays, avec en France un modèle plus tourné vers la demande intérieure, plus porté sur les services, et en Allemagne un choix qui a été fait euh, dans les années 2000 de tourner davantage vers les industries et principalement l'industrie automobile, l'industrie intensive en énergie, avec des réformes importantes en Allemagne au début des années 2000, donc qui ont expliqué en partie les différences en termes de balance commerciale, en termes de résultats du compte courant. Donc ça, c'est ce qui s'est passé entre guillemets les 15-20 dernières années. Après, ce qu'on a observé aussi avec la pandémie et la crise énergétique, c'est qu'il y a alors une totale recomposition, peut-être c'est trop tôt pour le dire, mais des premiers indices de recomposition des secteurs exportateurs des différents pays, et en particulier de l'Allemagne, avec des secteurs exportateurs traditionnels qui ont été largement touchés, affectés par les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement, par la crise énergétique, la hausse des prix de l'énergie. Et donc, je disais, les secteurs allemands, donc le secteur automobile, les énergies intensives, la métallurgie, la chimie, etc., qui du coup ont réduit en fait les performances à l'exportation de l'Allemagne, réduit sa balance commerciale, réduit son compte courant, et interroger aussi plus largement sur son modèle économique, sur sa compétitivité. On observe au cours des dernières années un certain rééquilibrage des déséquilibres macroéconomiques liés à ces différences en termes d'exportation entre les États membres de l'UE, et notamment entre l'Allemagne et le reste de l'UE. Ce sera quelque chose à suivre au cours des prochaines années, et on verra si cette recomposition permettra un rééquilibrage un petit peu plus pérenne en matière d'exportation et d'équilibre macro au sein de l'UE. Et peut-être si je peux compléter, on peut aussi voir les différences de performance entre la France et l'Allemagne d'un point de vue de l'équilibre épargne d'investissement, où là, par exemple, en Allemagne, il y a vraiment il y a une épargne très importante et un sous-investissement, alors qu'en France, on a même malgré la hausse du taux d'épargne, on a beaucoup plus d'investissement, et cet investissement sera aussi la croissance de demain. Donc, on peut aussi voir, on peut aussi, en se focalisant sur cet équilibre plutôt financier, regarder les différences de performance et peut-être un peu relativiser les performances de l'Allemagne. Merci à tous les deux. Alors, encore peut-être temps pour deux questions. Alors, il y avait une question sur comment s'explique la baisse brutale des IDE entre les débuts 2021 et 2022. Je ne suis pas complètement sûre à quelles données vous faites référence. Parce que là, la présentation parlait notamment des IDE intra-européens. Je pense que là où on a vu une baisse assez marquée en 2022, c'est plutôt sur les investissements entrant au total en Europe. Mais peut-être pour signaler là-dessus qu'il y a deux facteurs, notamment quand on regarde les chiffres de la CNUSED. D'abord, pour les pays avancés en général, on a eu une baisse des IDE en 2022 pour tout ce qui est le segment fusion-acquisition, qui est tout simplement lié à la hausse des taux, qui a beaucoup ralenti ce type d'opération.
mais ce n'est pas le cas pour les investissements, je dirais, économie réelle, nouvelles implantations notamment. Et pour ce qui est de l'Europe, quand on regarde les investissements étrangers entrant dans l'Union européenne en 2022, au total, on a une baisse assez forte, mais en fait, on a un effet d'une opération au Luxembourg qui est très important. En gros, d'une multinationale américaine qui a transféré son siège de sa filiale au Luxembourg vers sa maison mère aux États-Unis. Et si on fait abstraction de cette opération, en fait, le flux reste très positif dans les investissements entrant vers l'Europe. Donc, je sais, voilà, si c'est à ces chiffres que vous faisiez référence, il y a des effets quand même un petit peu ad hoc à prendre en compte. Et j'avoue que sur les chiffres intra-européens, j'ai pas en tête les chiffres de 2022, mais je suis pas sûre qu'il y ait eu une baisse brutale. En tout cas, ça me j'ai pas forcément ça en tête. Une autre question, alors qui est sur un sujet européen, mais qui n'est pas tout à fait celui dont on parle, sur les négociations de l'accord avec le Mercosur. Où en sommes-nous? Est-ce que ça peut encore être modifié? Est-ce que Samuel, peut-être, si tu as quelques éléments de contexte sur l'accord Mercosur. Oui. Les négociations sont toujours en cours. Donc c'est un accord qui a pris, les négociations ont pris leur temps. Est-ce qu'il peut être encore modifié? C'est toujours en négociation, donc on peut pas se prononcer ou c'est toujours en négociation. Par contre, un point il y avait aussi la question, j'imagine, derrière de concrétisation finale. Un point intéressant, c'est de regarder en fait les deux blocs. Les deux blocs, donc d'un côté le Mercosur et les 4 pays du Mercosur, et de l'autre l'Union européenne. Donc l'Union européenne, la plupart des pays sont assez allants sur l'accord, avec des points d'attention pour certains pays, notamment sur la déforestation en Amazonie. Donc c'est des points qui sont toujours discutés, qu'on ne peut pas forcément commenter. Et de l'autre, le Mercosur, avec aussi des dissensions, parce que 4 pays, avec certains pays qui sont très allants sur cet accord, notamment le Brésil et le Paraguay, et l'Uruguay, et d'autres qui l'étaient un peu moins jusqu'à récemment, comme l'Argentine. Donc est-ce qu'il va être concrétisé? Oui, peut-être. À quelle échéance, c'est plus incertain, avec à prendre en considération des opinions divergentes aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Ok, merci beaucoup. Écoutez, on arrive au bout de notre temps. Alors, je vois une dernière question qui nous demande combien de baisses de taux pour la BCE. Je dois vous dire que ce n'est pas un sujet sur lequel, non seulement nous ne sommes pas au Conseil des gouverneurs de la BCE, mais respectant l'indépendance de la BCE, ce n'est pas un sujet sur lequel nous faisons des préconisations. Donc, comme beaucoup, nous regardons les anticipations de marché et nous faisons des hypothèses de taux dans notre scénario, mais je serais bien incapable de vous dire combien de baisses de taux la BCE va faire cette année. Sur ce, nous arrivons à la fin du temps imparti. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup pour les nombreuses questions. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour les prochaines clés du trésor. Bonne journée.